Bienvenue à tous dans cet épisode 1.2 du salon de thé, puisque nous avions déjà essayé de mener ce premier salon de thé et la connexion s'était retrouvée un petit peu à genoux. Donc, chose promise, chose due, nous sommes de retour avec la merveilleuse Valentine de Sciences de Comptoir. Bonjour. Avant même qu'on commence à parler, je vous propose de découvrir sa chaîne qui devrait vous donner un bon aperçu de pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc le principe, c'est que chaque minéral raye ceux qui sont en dessous de lui. Si je prends ce quartz améthyste de dureté 7 et ce gypse de dureté 2, et ben celui-là va rayer celui-ci. Comme vous pouvez le voir ici. Et l'inverse n'est pas vrai. Le gypse ne peut pas non plus me rayer parce que je suis pas un minéral, par contre je peux le rayer à l'ongle. Regardez-moi ça. Et voilà, c'est donc un extrait de Sciences de Comptoir qui est la chaîne de Valentine. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu veux te présenter ta chaîne pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore ? Oui, alors, je m'appelle Valentine, je suis journaliste scientifique et vidéaste, et du coup je tiens la chaîne Sciences de Comptoir, jusqu'ici ça va. Jusque-là, ça va. qui parle... Alors au départ ça parlait d'un peu plein de trucs, et là spécifiquement ça s'est recentré sur la géologie. Voilà, donc j'apprends à comment lécher des cailloux, comment les rayer, comment on fabrique du sable, enfin voilà, plein de choses extraordinaires. Comme tu l'as bien dit récemment, nous sommes en vert. Voilà. Quel est ton background scientifique ? Alors, à la base, j'ai une licence en géologie. Après, je suis revenue dans le droit chemin, donc j'ai fait un master en écologie, enfin, biologie évolutive. Après, j'ai fait une année de césure et un autre master en journalisme scientifique. Et voilà. Parcours. Alors, il y a Tulo qui dit « Bonjour à tous, de quoi on va parler aujourd'hui ?» Mais dites donc, c'est merveilleux parce que c'est exactement ce que j'allais annoncer. Aujourd'hui, on va parler de l'humour comme manière de rendre un propos divertissant pour un lecteur ou un spectateur en communication scientifique. On va pas parler de l'humour utilisé contre certaines communautés conspirationnistes, anti-vax et autres. On va vraiment être sur de l'humour qui sublime le contenu plutôt que de dénigrer des communautés, parce qu'on est des gens bien et que la bienveillance, c'est important. L'humour comme outil dans l'éducation, c'est quelque chose qui je pense a toujours existé, mais qui se fait d'autant plus prévalent aujourd'hui, notamment avec l'émergence des chaînes YouTube, notamment la chaîne de Valentine, mais pas uniquement. On voit que Léo Grasset s'y adonne avec moult joie. On a la notion d'edutainment ou d'édumusement en français, qui est un merveilleux francisme, francisme, on va dire francisme, même si je sais pas, qui est apparu récemment. Mais il faut savoir que dans les années 70 notamment, on a eu une montée des études sur l'humour et l'éducation qui ont commencé à apparaître. En 1969, on avait le trimestriel Impact of Science on Society de l'UNESCO qui consacrait un numéro entier à l'humour. On parle déjà à cette époque d'humoristes scientifiques. Et ce que j'aime bien, c'est que l'éditorial porte le titre « Respect, non pas peur ou dévotion » et il s'exprime ainsi, il dit « La science a encore un gros travail de relations publiques à accomplir. Pour beaucoup, elle est soit un mystère insondable, un monstre dans une blouse blanche, ainsi que nous l'avons entendu décrite, ou un temple sacré. » Il reproche à certains scientifiques de participer à ce courant de pensée, pas à tous, mais à certains, en considérant la science comme une discipline si pure qu'elle devrait être passée hors d'atteinte des profanes. Donc il poursuit. Le travail de relations publiques que la science doit accomplir consiste à se mêler au flux de la vie quotidienne, à s'humaniser, à être mise en contexte. Et l'humour est probablement l'outil d'humanisation le plus important. Donc pour lui, l'humour, il sert avant tout à prendre du recul, il permet de digérer non seulement ce qu'apporte la science, mais aussi, je reprends ces termes, ce qu'apporte la vie, parce qu'on était quand même dans une période où on sortait d'une guerre, il y avait la guerre froide, il y a eu la bombe nucléaire, donc c'est vrai que l'humour a pris une place très importante à l'époque pour rétablir un lien de confiance entre les scientifiques et le public, mais aussi pour apporter de la connaissance scientifique. Je sais pas si toi tu t'es déjà servi de l'humour pour désamorcer un sujet qui pouvait être un petit peu compliqué en science, que ce soit dans ta communication sur Twitter ou sur YouTube. En sciences, là comme ça j'ai pas d'exemple, mais c'est un truc que j'aime bien faire en ce moment, oui, parce que ne serait-ce que pendant le confinement, on l'a bien vu, au début de toute cette histoire de Covid, on était tous un peu,
c'était un peu la panique, même si je vais me faire tuer d'avoir utilisé ce mot-là. Mais et après, il y a eu quelques jours de délai, et après, les gens ont commencé à faire des blagues. Il y a plein de mèmes qui sont sortis, des trucs comme ça. Et j'ai l'impression qu'on s'est tous beaucoup détendus grâce à l'humour, alors que la situation était toujours aussi Ouais. grave, quoi. Et c'est un des rôles de l'humour, justement, parce que j'ai fait quelques petites recherches dessus pour une vidéo. En fait, il y a différents types d'humour. Vous pouvez tester. Il y a un site qui a été fait par des psychologues qui s'appelle humorstyles.com. Et comme ça, vous pouvez répondre à un questionnaire et vous voyez le type d'humour que vous utilisez. Et dans le lot, il y a un type d'humour qui permet justement de prendre en dérision ce qui nous arrive et du coup de mieux vivre les événements un peu dramatiques qu'on vit. Et je trouve que l'humour est vraiment très utile C'est pour ça. super important, ouais. Et c'est très intéressant, je connaissais pas, je vais aller Ouais. regarder ça. Je sais pas si je devrais recommander Le Ouais. Rire de Bergson, parce qu'en vrai je l'ai pas lu. Mais sachez qu'il y a un philosophe qui s'appelle Bergson qui a écrit tout un bouquin sur le rire, et je suis sûre que c'est carrément adapté pour cet épisode. Il est dans ma bibliothèque, je l'ai pas encore lu, mais Oui, il est dans tout ma à fait. bibliothèque. Il y a Antoine qui demande quel est... Je l'ai Tu lu, l'as je lu? l'ai lu. Ah bon, bah parfait, voilà, je vais te laisser Oui, faire la recommandation, voilà. Je te laisse mettre ton cachet oui. dessus. Non, mais je le recommande. Après, bon, il justifie pas tellement ce qu'il raconte, mais sur le principe, je trouve qu'il a eu des très bonnes intuitions de trucs qui ont été reprises après par les sociologues, par les biologistes évolutifs, par plein de gens. Et il a eu effectivement de très bonnes intuitions sur le rôle du rire, pourquoi on rigole, pourquoi on se moque des gens. Il y a des trucs qui passent plus du tout aujourd'hui, genre quand il parle de la Ouais, caricature. Il y a des mots que je peux pas prononcer oui, sur Twitch parce que sinon on va se faire voilà, mais il parle de sujets qui passeraient plus du tout aujourd'hui et tu te dis mince, mais comment on pouvait rire de ça à ouais. l'époque, quoi. C'est intéressant de Enfin voir. voilà, je vous en dis pas plus. Si ça se trouve, les gens s'indigneront du fait qu'on ait pu rire du Covid dans un siècle. Va savoir. Oui, oui, tout à fait. Il y a Antoine qui demande quelles sont tes inspirations pour l'humour que tu mets dans tes vidéos. Alors mes inspirations, c'est essentiellement de l'humour absurde anglais. Donc j'aime beaucoup les Monty Python, j'aime beaucoup des séries comme IT Crowd, Little Britain que je vous recommande chaudement. Little Britain, c'est directement inspiré des Monty Python en fait. C'est deux acteurs qui se griment en plein d'acteurs différents, enfin en plein de personnages différents et qui jouent des petites scénettes comme ça. Et c'est à mourir de rire à chaque fois. Donc il y a ça, il y a en français il y a les nuls, les Robins des Bois bien sûr. Enfin voilà, ce genre de référence. Et du coup, qu'est-ce qui t'a... est-ce que tu as des personnes ou des choses qui t'ont amené à mêler la science et l'humour spécifiquement? Alors oui, disons qu'à la base j'ai toujours été un peu du genre à vouloir mettre des blagues même quand il fallait pas, genre dans mes articles journalistiques, dans les devoirs que je rendais à l'école, dans même mes oraux de mes oraux de recherche en master où les gens étaient là très sérieux. Oui, bonjour, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et moi, je faisais des grosses blagues et tout. Et en fait, mon jury était mort de rire. Je me suis dit, putain, ça va me jouer des tours. Et en fait, non. Genre, ils étaient contents et j'ai eu des bonnes notes. Donc, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. En fait, c'est pas incompatible la Mm. science et l'humour. Et après, sur YouTube, j'étais relativement plus frileuse au début. Parce que YouTube, c'est un peu le temple de l'humour. Et il y a plein de gens qui disaient. Ne vous lancez pas, ne vous forcez pas à faire des Ouais. blagues sur YouTube, quoi. Enfin, c'est pas utile, surtout si vous faites de la vulgarisation. Et donc, je m'étais dit, ah oui, j'avais compris ça à l'envers, en me disant, bon, faut pas faire de blagues, faut être sérieux. Et du coup, il y a un truc qui était off, qui collait pas contrairement à, enfin, par rapport à ma Mm. personnalité. Et j'ai des amis, notamment Charlotte, que je salue, qui m'ont dit, pourquoi t'es coincée comme ça dans tes vidéos? Pourquoi tu veux pas juste faire comme t'es dans la vraie vie? Et c'est là où est arrivée la première vidéo de géologie. Pourquoi les géologues lèchent des cailloux? Moi, ça m'a beaucoup plus amusé à le faire. Genre, j'ai pas du tout considéré ça comme un travail, en fait, même si ça demandait beaucoup de boulot. C'est passé comme ça, et il y a eu un très bon accueil par le public. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'ai trouvé mon créneau. Tu disais qu'il y avait... Et j'ai continué comme ça. Et je vais de plus en plus loin Oui. dans les blagues, et je fais des trucs de plus en plus incorrects. Et ça plaît quand même, donc je sais pas quand je vais m'arrêter, parce que faut pas m'encourager comme ça, hein. Il y a Nicolas qui dit bravo Science de comptoir pour ta chaîne, donc c'est que finalement ça déplaît pas à tant de monde que ça. Tu disais qu'il y avait eu beaucoup de travail, justement je voulais Merci. te poser la question, comment est-ce que tu as réussi à faire évoluer l'humour qui te vient spontanément pour en faire un outil poli, ou enfin poli au sens de comme on polie un caillou, Ah oui, parce que d'accord. l'humour peut prendre toutes les formes. Comment est-ce que tu as réussi à le faire évoluer comme un outil? Comment est-ce que tu écris tes textes de manière à mettre l'humour à contribution de façon intelligente et efficace? Alors, je pense qu'il y a une grosse part de spontané.
de spontanéité. Parce que quand je raconte un fait scientifique, une anecdote ou comme ça à des amis, ou même à quelqu'un de ma famille, je balance forcément plein de blagues dedans. Ça ne me viendrait pas de le formuler autrement. Donc, c'est pas un effort pour moi. Après, il y a des éléments qui me font dire que j'essaie quand même de préparer un peu certaines blagues pour pouvoir les mettre dans le script, notamment depuis que je travaille avec un prompteur. Bon, là, ça fait une vidéo, mais j'ai fait aussi d'autres vidéos qui vont arriver avec le Vortex notamment, avec un prompteur. Et du coup, là, bah, t'as pas tellement le droit à... Enfin, tu peux être un peu spontané, mais il faut quand même préparer quelques trucs. Donc, j'ai préparé quelques blagues en réserve et je me suis dit que ça marchait bien, cette espèce de contraste. Et il y a un autre truc aussi sur lequel j'essaye de jouer, c'est de mettre des blagues à la fois dans le texte et à la fois dans le visuel. Donc, dans le visuel, ça peut être juste quand je tombe à un moment sans faire exprès, ou bon, c'est pas aussi grossier que ça, mais en gros. Et dans le texte, parce que je pense tout simplement à l'accessibilité. Si on me regarde sans l'image, ou alors si c'est quelqu'un de malvoyant qui me regarde, et ben, je veux quand même qu'il ait et l'information et quelques blagues. Et pareil, si c'est des malentendants. Enfin, voilà. D'accord, donc quand tu parlais des visuels, il y a une partie des blagues qui se créent au montage, ou c'est des choses que tu avais déjà en tête avant ? Ah non, ça se crée complètement au montage. Il y a plusieurs étapes en fait. Quand j'écris le script, j'essaie de mettre des blagues dedans. Enfin, j'essaye de... Ça fait un peu... Avec des vrais morceaux de blagues. Des bêtises qui me viennent en tête quand j'écris. Voilà, c'est ça. Des gros mots. Quand j'essaie de mettre des blagues dans le script, voilà. Après, au tournage, il peut y avoir des bloopers, des bêtises comme ça. Ça, je les laisse parce que ça me fait rire. Et au montage, évidemment. Au montage, c'est une réécriture du truc. Et j'aime beaucoup, en fait, je trouve ça un peu... Je suis peut-être un peu comment on dit ? Bon, bref, on s'en fiche. Sur les bords, c'est-à-dire que je me dédouble et moi du montage, j'aime beaucoup faire des blagues à la moi du tournage. Donc, si jamais je peux me tourner en dérision à un moment, je le fais parce que c'est tellement drôle. T'as une espèce de petite fracture de la personnalité. Ah là là. Exactement. Alors on a, comment il s'appelle ? Macalbarn qui dit « Oh, Sciences de comptoir, j'adore ta chaîne, je l'ai découverte avec Léo Grasset qui en parlait il y a peu en live. » Oh, bah merci beaucoup. Et bien. Alors, il faut se dire que, comme je disais, l'humour dans l'éducation, ça date pas d'aujourd'hui. Alors, je sais pas si vous connaissez Charles Dodgson. C'est un mathématicien, mais si je vous dis son nom de plume, ça vous dira peut-être quelque chose. C'est Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles. Il était très connu pour ses blagues. C'était quelqu'un, alors c'est une information un petit peu controversée, qui avait beaucoup d'amis enfants, à qui il écrivait des lettres. Rien ne prouve aujourd'hui que Lewis Carroll était un pédophile. Je ne me prononcerai pas de façon tranchée sur la question, mais... de toute façon, il faut séparer l'homme de l'artiste. Exactement. Je pense que c'est quelque chose de très important pour ne pas se gâcher 90% des choses qui sont produites aujourd'hui et par le passé. Et il utilisait beaucoup l'humour et les puzzles et les énigmes pour enseigner aux enfants. C'était super intéressant. Enfin, c'est super intéressant de voir de voir ces lettres et de les lire. C'est vraiment hyper distrayant. On avait aussi, si on remonte un demi-siècle, on avait Humphrey Davy, qui était un inventeur de génie, sur lequel je vous invite à vous renseigner, qui amusait l'auditoire de la Royal Institution. Il avait même créé des fêtes de gaz hilarant auxquelles il invitait l'élite anglaise. Il avait découvert l'usage du gaz hilarant, qui avait été synthétisé par Presley au milieu du XVIIIe siècle, et il y avait des fêtes qui s'organisaient où les gens se prenaient des shoots de gaz hilarant et se marraient ensemble. Ça a donné lieu à toute une mode, et jusqu'au milieu du XIXe siècle, on avait des soirées, enfin des espèces d'événements, de spectacles de gaz hilarant, où les gens se bouffaient des murs, où ils couraient partout en délirant. Voilà, c'était le LOL. C'était super drôle. On peut dire que la drogue c'est mal à un moment où... Oui, non, on est d'accord, la drogue c'est mal, et ne prenez pas de gaz hilarant parce que vous risquez d'en respirer tellement que vous ne pourrez plus... Enfin, ça c'est super important. Non mais enfin, t'as raison, mets-toi un disclaimer. Il y a aujourd'hui, en particulier en Angleterre, des gens qui se font des soirées au gaz hilarant, sauf qu'ils en respirent tellement qu'ils en oublient de respirer de l'oxygène et ils peuvent tomber dans le coma. Donc, faites attention. Ouais, c'est rigolo, mais pas regardez plutôt des vidéos drôles. Allez voir Valentine sur sa chaîne. Tout simplement. Et puis quand il n'y en aura plus, vous allez voir les Monty Python, parce que je ne peux que valider cette référence. Les études, elles montrent que l'humour, il a des bénéfices pour la mémoire dès le plus jeune âge. C'est assez épatant. On a des études qui sont faites avec des bébés d'1 an et demi, où on voit que déjà ça renforce la mémoire. Ça renforce aussi l'attention, l'engagement, la compréhension de l'information, les émotions positives associées à l'apprentissage, qui du coup renforcent à leur tour la mémorisation.
C'est assez épatant. Je vous ai mis quelques extraits d'études que j'ai pu trouver en ligne sur le sujet. Ça n'est vraiment qu'un tout petit aperçu de ce qui a été publié. C'est quelque chose qui a beaucoup intéressé, comme je vous ai dit, les scientifiques dans les années 70. Ça a été abandonné, puis dans les années 2000, ça a fait un retour en force, et il y a beaucoup de contenu qui a été publié sur le sujet. Ça permet aussi de décomplexer l'apprentissage. On a beaucoup de culpabilité qui peut être associée à l'incapacité à comprendre tel ou tel sujet. C'est vrai que l'humour apporte une certaine dose de détente. Moi, je sais que je le constate avec tes vidéos, hein, Valentine. Ça me met vachement moins la pression tout de suite, parce qu'on se dit ok, ça va être drôle, ça va être bien. Puis en fait, on se fait amener tranquillement vers le sujet. On fait j'ai tout compris. C'est génial, ça. Même si la géologie, c'est pas une vraie science selon certaines personnes, mais bon, je vais pas entrer dans ce débat. Oui, voilà, il n'y a pas grand-chose à comprendre, quoi. C'est juste, ça, c'est un granit. Voilà. Alors moi, je vais vous montrer un extrait de vidéo. Il y en a beaucoup, des extraits de vidéos qu'on peut trouver sur les sciences et l'humour, mais j'en avais trouvé un que j'aime énormément parce que c'est James Randi, qui est un spécialiste du debunk, qui aime beaucoup debunker les magiciens, les charlatans, qui fait ça avec de l'humour. Et là, il le fait avec les chirurgiens philippins, et la vidéo est vraiment à mourir de rire. Je vous propose d'en découvrir un extrait. Et je rallume le micro. Voilà, donc ça c'est James Randi, qui est vraiment un gars que j'aime beaucoup. Parmi les autres références que j'aime énormément, vous avez Tom Lehrer, qui est un chansonnier scientifique, c'était un mathématicien à dire vrai, qui écrivait des chansons sur les sciences et sur les débats un peu polémiques de son époque, sur la bombe, sur le plagiat dans les mathématiques, sur la guerre, etc. Et je vous recommande vivement d'aller l'écouter. Je vais vous noter son nom dans le chat. Il s'avère que son nom veut dire d'ailleurs professeur, de ce que j'en ai lu, ce qui est tout à fait providentiel. Je sais pas si toi tu as des références particulières en termes d'humoriste scientifique que tu aimerais recommander. En termes d'humoriste scientifique, j'en connais pas des masses, mais j'ai pu voir Max Bird en spectacle, qui est vraiment, c'est impressionnant, quoi. C'est une nouvelle façon de présenter la science, et j'étais vraiment bluffée. Et ça m'a donné vachement envie d'essayer justement ces petites astuces scéniques. Donc je pense que ça peut être assez sympa. Donc il y a lui, je crois que son spectacle est sorti en DVD, ou alors il va sortir dans pas longtemps. Et il y a aussi un autre humoriste scientifique que j'ai pu voir en spectacle, sur scène, je crois qu'on dit, qui s'appelle Damien Jaya, et c'était ultra bien ce qu'il faisait. Comment est-ce que tu écris son nom, voilà, qu'on puisse le mettre dans le chat? Alors, je vais essayer de l'écrire dans le chat, attends voir. Ah bah super. Hop, attends, on va voir si ça marche. Damien Jaya, je sais pas s'il fait encore quelque chose, mais il est médiateur scientifique et humoriste scientifique. Ah, super. Et il a fait une tournée dans toute la France il y a quelques années, et c'était vraiment bien ce qu'il faisait. Je peux plus du tout te dire sur quel sujet c'était, mais juste j'ai bien rigolé et j'ai appris des trucs. Donc. Il y a Tulou qui dit « Max Bird est génial, son spectacle est disponible sur les plateformes de replay pour ceux que ça intéresse. » Je ne donne pas le nom voilà. Je vous invite à aller voir ça. Ouais. En podcast, ce que j'aime énormément, c'est The Infinite Monkey Cage de la BBC. Bon, c'est en anglais, hein, malheureusement, pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais ça a été un des premiers podcasts, je crois, à parler justement des humoristes et de la science. Est-ce qu'ils ont lieu d'être mélangés ou pas? Et c'est justement la question que je voulais te poser. Est-ce que, selon toi, la science et l'humour devraient être mélangés, ou est-ce qu'il faut tenir l'un à l'écart de l'autre? C'est une question complètement biaisée, hein, complètement rhétorique, mais bon, on est là pour débattre. Oui, je pense qu'il faut tenir l'un et l'autre bien séparés. Voilà. Pas déconner. Non, mais c'est la fin de ce live, merci beaucoup de nous avoir suivis. Voilà, merci. Non, mais disons que devoir, non, on fait ce qu'on veut, quoi. Mais simplement, c'est un outil comme un autre pour vulgariser. Et je le trouve quand même diablement efficace. Alors, pas forcément pour faire passer une information scientifique compliquée, parce que j'ai remarqué, il y a pas mal de commentaires sur ma chaîne qui me disent qu'est-ce que j'ai rigolé, mais par contre, j'ai rien écouté, quoi. Donc... Ce qui fait, par contre, qu'ils regardent 2-3 fois mes vidéos, donc ça c'est bon pour mes stats.
Mais après, je trouve que les gens s'en souviennent beaucoup plus, même s'ils ne se souviennent pas dans le détail du raisonnement, ils se souviennent que l'information est là, et du coup, ils peuvent revenir la chercher s'ils veulent, quoi. Ils se souviennent que les géologues lèchent des cailloux, pas forcément pourquoi, mais C'est un bon départ. mais voilà. Moi, si je me Tout à souviens fait. qu'on lèche un caillou pour savoir si c'est un fossile, c'est grâce aux Mésaventuriers de la science, rédigé par Jim Jordan, que je salue, avec qui nous travaillons sur un projet de livre. Je vous en dirai plus lorsque nous en saurons plus. Et clairement, ça a permis de faire passer l'information, mais comme tu le dis, les informations complexes, ça peut devenir un petit peu compliqué. Oui, voilà. Quel, quel ressort fonctionne selon toi plus que d'autres? Est-ce que c'est plutôt de l'humour visuel? Est-ce que ça va être des blagues? Est-ce que ça va être de l'ironie, de la dédramatisation? C'est vraiment difficile à dire, ça dépend des gens, ça dépend de toi-même. Je pense pas que ça dépende du sujet spécialement, en D'accord. fait. On pourrait faire un jeu où tu dois tirer au sort un type d'humour et une information à vulgariser, et je pense que tu arriveras toujours à faire quelque chose avec, quoi. Si l'info est pas trop compliquée. Mais ouais, ça dépend des gens. Moi, je pense qu'il faut varier et faire un peu de tout. Toi, tu as des ressorts préférés que tu utilises sur ta chaîne? Des ressorts préférés. Bah, l'humour absurde, Mm. beaucoup, ce qui en déroute plus d'un. Sinon, vraiment dans le détail, ce que j'aime bien, c'est faire des énumérations qui n'en finissent pas et avec des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et surtout rien à voir avec le sujet. Euh, ou des fois, je peux mettre une énumération qui tient la route avec un intrus dedans. J'aime beaucoup ce procédé. J'utilise un petit peu trop. Allez spammer Valentine Mais dans les commentaires en voilà. disant ça devait pas être dans la liste, ça. Ça, c'est bon pour ses stats. Yes, merci. Est-ce que tu as déjà réussi à faire changer d'avis une personne qui était récalcitrante aux sciences avec l'humour? Alors, récalcitrante aux sciences, je pourrais pas te dire parce que je touche pas tellement ce public-là, je pense. Par contre, il y a deux choses qui me plaisent. C'est un, je vais pas le dire de la bonne manière, mais je touche des enfants. Je- Il m'arrive de toucher un public jeune, genre j'ai. Oui, Disclaimer numéro je veux 2, dire, ne touchez pas des enfants, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que personne n'aura l'idée de clipper cette partie. Donc, en festival, une fois, il y a un petit enfant qui avait. Enfin, un petit enfant, c'est horrible de dire ça. Un jeune d'une dizaine d'années qui était là. Et j'étais en train de discuter avec d'autres vidéastes. Et en fait, il attendait pour se prendre en photo avec moi. Je savais pas du tout. Donc voilà, donc il y a des jeunes qui regardent ma chaîne. Donc ça me fait hyper plaisir. Et puis, j'ai remarqué que ça aidait à changer l'opinion que les gens avaient sur la géologie. Parce que à la base, c'était une science enfin, c'est une science qui est même pas spécialement considérée par le grand public, ni par mes collègues vidéastes. Parce que bon, c'est des cailloux, qu'est-ce que tu veux raconter là-dessus, quoi. Et j'ai remarqué que, enfin, j'ai eu des retours dans ce sens qui m'ont dit, bah, en fait, c'est une science et enfin, il y a des trucs intéressants à en tirer, quoi. Mm, Donc, si jamais ça peut donner une image un peu plus positive de ça, c'est tout bénef. C'était mon but premier, en fait. c'est important. Enfin non, mon but premier, c'était de faire des blagues, et le deuxième, c'est si ça peut aider, c'est mieux. Donc sachez que si vous allez sur la science de Valentine, sa priorité c'est l'humour, et ensuite on fera un pot de science. C'est un point de vue de géologue finalement, hein. C'est tout ce qu'il fallait en attendre. Est-ce que... Non, mais le pire, c'est que c'est ça, c'est que si on me dit qu'on a bien rigolé, ça me fait beaucoup plus plaisir que j'ai bien appris, quoi. C'est- Je me suis trompée de vocation, quoi. c'est... Salut, Je suis pas sûre. Non, je pense que vu le succès, vu l'enthousiasme des gens dans le chat, je pense que tu es exactement là où tu devrais te trouver. Est-ce qu'on t'a déjà reproché merci. de manquer de rigueur simplement parce que tu faisais trop de blagues? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont dit soit c'est un sujet sérieux, tu devrais pas plaisanter, ou ok c'est rigolo mais t'es qui? Alors, non, j'ai pas eu ce genre de retour. Mais je pense que quand si jamais ils regardent une vidéo en entier, ils se disent que je suis irrécupérable. Donc de toute façon, à la limite, ils vont voir ailleurs, quoi. Par contre, j'ai eu des retours dans le sens où je faisais des blagues qui étaient vraiment pas safe. Mm. Et là, on m'a dit, oh, tu vas un peu trop loin. Et en même temps, c'est ces mêmes blagues-là qui plaisent beaucoup à un autre public. Donc en gros, je sais Quand pas. tu dis pas Mais safe, sinon, c'est sur le qu'ils vont fond, trop loin ou j'ai pas eu qui laissent trop spécialement. d'ambiguïté? Non, qui vont trop D'accord, loin. Des blagues sur les migrants, sur d'accord. les diverses communautés. Entendu. Ne creusons pas plus loin, on a déjà parlé de drogue et Non, d'enfants, voilà, d'enfants qu'on touche, donc bon, c'est ça. on va se prendre un triple strike J'espère si que on vous avez fait un continue. petit bon. C'est ça.
Comment est-ce que tu arrives à faire entendre... Enfin, on en avait déjà parlé pendant le premier épisode, mais voilà, du coup, je repose des questions, désolée pour ceux qui étaient déjà là. Hein. Comment est-ce que tu arrives à faire comprendre dans ton script la distinction entre une information et une blague ? Comment est-ce que tu arrives à véhiculer le fait que là, on est sur une information sérieuse et que d'un autre côté, on est sur une plaisanterie ? Et bah, c'est un de mes questionnements dernièrement. Je sais pas comment les gens arrivent à faire la différence en fait. Moi, spontanément, j'essaye d'appuyer un peu le fait que c'est une blague, sans faire non plus lol, on rigole, ou tu vois, mettre un disclaimer en bas, je rigole, même si des fois j'y ai pensé. Moment blague. Mais ouais, c'est ça. Genre, c'est sérieux, c'est pas sérieux. Mais ouais, j'essaye de faire des têtes un peu qui laissent comprendre que c'est de l'ironie. Et, ou de faire des trucs tellement gros que tu dis pas que c'est vrai, en fait. Mais c'est vrai que même dans la vie quotidienne, j'ai ce problème-là. J'ai beaucoup de gens qui me prennent au sérieux alors que je dis que des conneries, en fait. Donc, Il y a Antoine qui dit donc on quand verra. tu souris pas, c'est que c'est sérieux, mais en fait, tu souris tout le temps. Donc ça marche pas. Ah oui, d'abord je souris tout le temps et ensuite je fais des blagues en gardant une poker face. Donc Donc ça marche pas. Il me semble, je sais plus où j'avais vu ça, mais je sais plus si c'était dans une série ou si c'était vraiment un youtubeur qui mettait une petite lumière rouge en haut de son écran à chaque fois qu'il faisait une blague. C'était super drôle, c'était un petit mécanisme assez rigolo. Puis des fois il laissait un blanc, et puis t'avais le rond rouge et tu disais c'était de l'ironie. ah yes. Bon, ouais, je vais y réfléchir. Comment est-ce que selon toi on trouve Enfin, on a commencé un petit peu à aborder des pistes, mais comment est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre entre l'humour et la rigueur dans ces vidéos pour ne pas se décrédibiliser ou décrédibiliser la recherche scientifique ? Comment est-ce qu'on trouve un juste milieu ? Tu demandes à celle qui fait des blagues sur les migrants, Oui. là. Ah mais alors, pour le coup, Oui. jusqu'où vont tes blagues, ça ne dépend que de toi, mais c'est plutôt les blagues en lien avec la science. Comment est-ce qu'on arrive à rappeler que c'est quelque chose d'important, qu'il y a quand même des études sérieuses qui sont faites derrière ? Comment est-ce que toi, t'arrives à trouver Oui, ça ? oui, effectivement, c'est le fait de citer ses sources, de dire d'où ça vient. Si les gens regardent dans la description de ma dernière vidéo, il y a, je sais pas, 40, 50, enfin non, j'exagère, il y a Il y a disons une 70 trentaine 000. de sources. Oui, c'est ça, 1 million de... Il y a en gros une trentaine de sources. Tu regardes, c'est des sites sérieux, c'est des études scientifiques, c'est des bouquins de sciences. Voilà, bon, c'est du Wikipédia aussi un petit peu parce que bon, on passe tous par là. Mais, mais je pense que l'important, c'est d'avoir des sources qui tiennent la route. J'ai des relecteurs aussi. Je fais relire chacun de mes scripts par un expert, donc un géologue, car les vrais géologues existent. Plus ça va, plus je vais avoir du mal à trouver des géologues qui supportent mon humour, je pense, parce que genre, le relecteur de la dernière vidéo, je lui ai envoyé ma vidéo, il m'a jamais répondu. Donc on verra. Mais je pense que c'est important de rester sérieux sur le fond, même si on peut déconner sur la forme, parce que bon, on est sur YouTube, quoi. C'est pas une soutenance de thèse. Donc, voilà. Est-ce que tu penses que tes vidéos arrivent à véhiculer l'idée aux gens qu'il faut prendre la science, enfin qu'il faut, non, mais que la science reste quelque chose de sérieux ? Est-ce que tu penses que tu arrives à véhiculer un petit peu de cette fameuse méthode scientifique aux gens à travers tes vidéos ? Alors, la méthode scientifique en général, je sais pas trop. Par contre, j'essaye de véhiculer. Je vais dire un truc, mais c'est hypocrite parce que je crois pas que je l'ai fait encore. Mais dans l'idée, j'aimerais essayer de véhiculer d'abord les différentes facettes qu'on trouve dans la géologie. Donc, si vous tapez géologie en anglais dans Wikipédia, vous tomberez à un moment sur toutes les différentes, enfin les sous-domaines, les disciplines qu'il y a dans la géologie. Donc ça, j'essaye de donner un aperçu d'un peu tout. Et puis, j'essaye, dans l'idéal, j'aimerais bien essayer de montrer quels indices on trouve sur le terrain et comment on arrive à remonter à, par exemple, l'histoire géologique d'une région. Ça, j'essaye un peu d'en parler dans ma prochaine vidéo. Donc ce genre de truc, pour moi, c'est un peu expliquer un peu la boîte à outils du géologue et quel est son raisonnement. Mais après, dans le détail, expliquer le détail de la méthode scientifique et tout, je vais pas m'attarder trop là-dessus. Même si dans la dernière, je reviens un peu sur les principes de la science expérimentale, donc genre rasoir d'Occam, tous ces trucs-là. Donc j'essaye d'infuser un petit peu des petits trucs. Ce que je dis là contredit ce que je viens de dire au début, mais je réfléchis au fur et à mesure. Et c'est aussi bordélique dans ma tête que dans mes scripts, hein, je vous rassure. Et ouais, du coup, j'essaye un petit peu
Bah ouais, de distiller un peu de l'envers du décor de la recherche dans mes vidéos, mais c'est pas non plus le but principal. Et c'est même une de mes peurs, c'est de rendre la géologie un peu trop cool par rapport à ce que c'est et que les gens finissent par aller là-bas parce que je fais des vidéos cool et enfin cool, bref voilà, vous voyez le truc, et qu'ils soient déçus après. Après, ça dépend des gens parce que moi perso, je suis pas déçue en études de géologie. Là, je sais pas, j'ai passé la semaine dernière à lire 2 énormes bouquins académiques de géologie et j'étais fascinée, j'étais comme une gamine, quoi. Donc, c'est possible. Ne perdez pas espoir. Ça peut être bien, ça Mais dépend du des coup, personnes mais finalement. vous êtes. Eh oui. Si jamais vous êtes bachelier et que vous envisagez des études de géologie, ne vous basez pas que sur mes vidéos pour vous orienter. Allez quand même jeter un œil à des vrais. Bah, ne serait-ce que des pages Wikipédia d'articles, enfin, de trucs liés à la géologie, l'humour, si ça vous plaît ou pas, quoi. Voilà, c'est mon petit conseil. Ne gâchez pas votre vie. Ne gâchez pas votre vie en faisant des choix sans vous renseigner. Ça ne veut pas dire que vous allez gâcher votre vie si vous devenez géologue, hein. Je tiens à préciser pour ceux qui viennent tout juste de débarquer. Bonjour au Point Génus et bonjour à... Ça, c'est toi qui le dis. Non, Ah bah après tu cherches. Bien vu à je fais l'anti-pub de la Miaouette géologie. Kikilol. Il y a EnroWeb, et il me semble que ton prénom est Antoine, puisque je t'ai vu sur le live de C'est quoi cette bébête hier, qui demande si tu vas faire des vidéos sur la pédologie et la pédogénèse. Ah, et bah écoute, ça fait partie des trucs sur ma liste. C'est pas pour tout de suite, mais ça fait partie de ma liste. Pour ceux qui ne sont pas géologues, Merci. la pédologie, c'est l'étude des sols. Parce que L'étude bon, des sols, parce qu'en fait, le sol, on pense que c'est complètement con, c'est juste de la terre, mais en fait, non, c'est pas du tout de la terre. Il y a plein de couches différentes, ce qu'on appelle des horizons, et il y a plein de réactions, enfin, il y a plein de processus physico-chimiques dans le sol pour créer le sol, en fait. Et tous les sols ne sont pas les mêmes, ça dépend des conditions climatiques, de la végétation qu'il y a dessus. Enfin, il y a des tas et des tas de trucs à dire, et notamment, il y a un type de sol qui s'appelle le podzol, et j'aime beaucoup ce mot-là, et du coup, c'est sûr que ce sera dans une de mes vidéos. Voilà. il y a Ib08 qui demande si tu aurais des conseils de géologue pour faire des beaux ricochets. Alors, je vais raconter une petite histoire. La dernière fois, la dernière fois que j'étais à la plage avec des amis sur une plage de galets, on a fait des ricochets et je faisais les pires ricochets au monde. Genre, il y avait même pas. C'est limite s'ils touchaient jamais la terre, en fait. Enfin, l'eau. Donc, je ne donnerai pas de conseils. Je pense que c'est plus une histoire Juste, d'aérodynamique et de tension de surface que que de géologie. peut-être, Mais oui, faudrait faire une vidéo rien que là-dessus. N'empêche, ça marchera, hein, je suis sûre. t'allais apporter une précision. Oui, à propos de la pédologie, j'en profite pour raconter un petit débat qu'il y a en interne dans le monde des géologues. En fait, c'est une espèce de racisme à l'intérieur de la géologie. J'utilise tous les mots qu'il faut pas, hein. Tu me remercieras. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ceux qui travaillent sur le quaternaire, donc c'est les étapes les plus récentes de la vie de la Terre, et puis ceux qui travaillent sur les choses les plus anciennes. Et les plus anciens, enfin ceux qui travaillent sur les choses les plus anciennes, se considèrent comme des vrais géologues, alors que le quaternaire, ils sont plus vus comme à la limite des archéologues, quoi. Enfin, tu vois, c'est des trucs, c'est pas des vrais géologues. Et la pédologie en fait partie, justement. Donc c'est pour ça que j'essaye de lutter contre cette espèce de discrimination intradisciplinaire. Parce que c'est aussi la dernière vidéo sur le sable que j'ai faite, c'est du quaternaire. Donc, enfin, ça se rapporte à des processus géomorphologiques qu'on appelle ou sédimentologiques, et donc ça, c'est typiquement du quaternaire. Et j'adore ça. Donc, je lutte contre ce côté un peu le quaternaire, c'est pour les filles et le reste, c'est pour les vrais bonhommes, quoi. Bon, bah ça y est, on a rajouté le machisme dans le lot, donc c'est bien, on commence Allez. à avoir une belle pile sur notre bureau. Il y a Antoine qui dit « J'espère Ah, voilà vraiment les que vous vrais avez- sujets ». Non, on n'est pas là pour parler des détails de la géologie, on est là pour parler d'humour. J'apprécie tout à fait tes distinctions, ceci dit. Moi, je pense que c'est super intéressant d'entendre la façon dont certaines branches peuvent se tirer la bourre, comme on dit par chez nous. C'est intéressant. Et le pire, pardon, j'arrête après, hein, j'arrête. Non, non, vas-y, y a pas de souci. Le pire, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait la même chose dans plusieurs disciplines. Genre, tu prends les historiens, je crois que c'est Manon qui racontait que si tu travailles sur l'Antiquité, et bah, t'es mal vu comparé à ceux qui travaillent sur la paléontologie, enfin non, les Néandertals et tous ces trucs-là, quoi, tu vois, parce que tu travailles sur des petites poussières récentes qui sont tombées hier. C'est moins C'est marrant de excitant, voir qu'il y a ça dans tous les domaines, quoi. Ouais. J'imagine qu'il y a la même chose en physique, ceux qui travaillent sur, je sais pas, le Big Bang, ils se considèrent supérieurs aux autres, je sais pas. Il faudrait Je sais demander aux pros. Alors que c'est absolument pas justifié, hein, je tiens à le rappeler quand même.
Il y a le point Genius qui dit « Ah bah si on est dans les conseils, puisqu'apparemment c'est le moment blague dans le chat, je veux acheter un diamant à ma copine, mais je préfère garder mes sous pour m'acheter un truc pour moi, tu as un caillou gratos qui ressemble à un diamant. » Point Alors d'interrogation. oui, ils sont un peu loin, mais sinon dans les magasins de, de décoration, tu peux acheter, ils font des gros diamants comme ça en plastoc, et c'est très joli, et il faut juste que tu le montes en bague. Et, voilà, Voilà. c'est bien. Ou sinon tu peux prendre, oui si, sinon tu prends ça, voilà, et tu lui dis c'est un diamant avant transformation, car tu as transformé mon cœur, je sais pas, Ça c'est bien. Non, non, là je pense que tu tiens quelque chose, effectivement. à retrouver sur mon shop Utip. Allez sur son Utip. En termes d'humour scientifique, tu me dis que t'avais pas forcément beaucoup de références, mais on va creuser un peu plus loin quand même, histoire de te mettre bien au pied de ton ignorance. Non, je plaisante. Il y a plein de façons d'explorer l'humour dans les sciences. On a la chanson, donc j'avais mentionné Tom Lehrer, on a évidemment les sketchs, mais on a aussi le dessin. Je pense évidemment à XKCD, mais il y en a bien d'autres. Est-ce que toi, tu as des références dans des médias autres que les sketchs qui te plaisent particulièrement pour ce qui est de la transmission des sciences en humour? Ah bah, je crois que la reine là-dedans, c'est Tu mourras moins bête. Marion Montaigne, elle fait des trucs incroyables. Il y a Boulet aussi qui fait des trucs fantastiques. Après, il y a, je sais pas ce que j'en ai fait, il y a Patrick Beau qui a sorti une BD avec Salch sur des bestioles insolites et leurs moyens de reproduction ignobles. Et, et du coup, c'est assez drôle. Je sais plus comment ça s'appelle, Le Bestiaire Extraordinaire, je crois, un truc comme ça. Et il est vraiment bien. Donc je suis ravie quand il y a des dessinateurs qui se mettent à vulgariser, quoi. C'est le pied. Ce que je trouve intéressant, c'est la capacité de l'humour à rendre soudain la transmission scientifique un peu intergénérationnelle, c'est-à-dire que tu prendrais une BD qui serait dédiée à transmettre un contenu scientifique, un biopic ou autre. Généralement, on va se fixer sur une tranche d'âge en particulier, alors qu'avec l'humour, d'un coup, j'ai l'impression qu'on décloisonne énormément et qu'on peut toucher beaucoup plus de monde. Je sais pas si tu as cette expérience avec ta chaîne ou d'autres choses que tu peux produire. Oui, 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 je touche beaucoup de monde, dont des enfants. Mais oui, oui, c'est ça qui est bien, c'est que ça parle absolument à tout le monde. Et il y a même les gens de ma famille qui s'intéressent absolument pas aux sciences, qui regardent mes vidéos parce qu'ils rigolent, quoi. Et donc ils me disent c'est quand la suivante, c'est quand la suivante. Donc oui, j'ai l'impression que ça touche vraiment beaucoup de monde. Et ça, c'est cool. J'essaye aussi d'y faire un peu attention dans mes vidéos, c'est-à-dire que euh, j'allais dire, j'essaye de pas mettre trop de gros mots et pas de trucs comme ça, parce que je sais que ça peut potentiellement toucher un public jeune, et en même temps, je fais des blagues ignobles, donc ça colle pas à mon discours. Mais bon, C'est un petit peu le en discours que gros. tenait Marie sur le fait qu'elle essaie de faire attention, mais en même temps, on n'est pas là pour ça. Oui, voilà. Et puis bon, je regardais South Park, j'avais moins de 10 ans, donc hein, les enfants sont pas si fragiles, Ça va là, c'est bon. ce qui explique peut-être des trucs. Je vais pas tirer des conclusions hâtives parce que ça va trop loin. À nouveau. Faudrait répliquer l'expérience. Ouais, c'est ça. Ouais, non, non, c'est intéressant, je trouve, cette capacité de toucher des générations de façon plus large. Est-ce que toi, dans ton expérience, tu trouves que l'humour est encore trop absent à l'intérieur du milieu scientifique même? Est-ce que tu penses qu'il y aurait besoin qu'il y en ait plus ou est-ce qu'il n'est pas forcément nécessaire? À l'intérieur du milieu scientifique, tu veux dire milieu de la recherche? Au milieu de la recherche, notamment pour, comment dire, pour recréer un petit peu de transversalité, parce que c'est vrai qu'on a des spécialités qui se précisent de plus en plus et on a tendance à perdre cette approche transverse des sciences, et peut-être aussi pour faciliter la capacité de vulgarisation de certains chercheurs. Alors, c'est une question assez difficile que tu me poses là. Disons que auprès du grand public, je pense que ça peut être un bon levier. Après, dans le milieu de la recherche ou dans l'enseignement, ça dépend parce que il y a le risque de se décrédibiliser. Mm. Et enfin voilà, j'ai l'impression que les chercheurs, je vais faire une grosse généralité. Il y a Antoine dans le chat. En particulier ceux qui travaillent sur le Mais quaternaire. voilà, exactement. Les pédologues là. Non, j'ai l'impression que d'expérience, j'ai l'impression que la majorité des chercheurs, je prends tellement de pincettes, que j'ai pu croiser, tenaient quand même à leur crédibilité. Et du coup, ils vont peut-être pas rigoler à tout va et faire d'énormes blagues, même si j'en ai eu dans mes profs. Et quand ils se lâchaient, c'était beaucoup mieux. Mais du coup, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu frileux de ce point de vue-là, parce que il y a aussi le fait que je fais vraiment de la sociologie de comptoir, là. Je suis vraiment désolée. Mais Antoine, j'espère que tu pourras me corriger.
Ah oui, corrige-moi. J'ai l'impression aussi qu'il y a le côté tout publish and perish que tu trouves dans la science, où les chercheurs sont amenés à toujours être en compétition les uns contre les autres, donc peut-être à se montrer sous leur meilleure facette Mm. et pas à baisser leur garde. Et du coup, peut-être que ce serait pour ça qu'ils feraient moins de blagues que ce qu'ils pourraient faire. Après, c'est vraiment juste mon opinion. Voilà, il n'y a aucune recherche derrière, voilà, je sais même pas si c'est représentatif de quoi que ce soit. Parce que ce Mais que je... après, perso, Ouais. je donne des cours. Pardon, je Non, donne non, quelques cours à la fac, à Paris Diderot. Et là, pour le coup, bah, c'est quasiment comme dans mes vidéos, quoi. Je fais des blagues tout le temps. Et je finis mes propres cours où je suis juste pliée en deux. Et mes élèves comprennent pas. Et du coup, je rigole encore plus. Et c'est c'est terrible. Mais du coup, ouais, j'ai l'impression que ça empêche pas l'information de passer quand même. Donc, pourquoi pas. Après, j'explique pas des trucs ultra compliqués, quoi. ouais. Donc c'est ça aussi. Quand tu rentres vraiment dans un sujet extrêmement pointu, c'est difficile de... Voilà. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas, je pense que tu aurais fait partie de mes profs préférés. Moi, je me souviens encore, et je pense que c'est un des seuls profs dont je retiens encore le nom aujourd'hui. C'était mon prof de neurophysiologie, monsieur Gilles Chevalier, que je salue avec mon infini respect, qui était très drôle et qui se servait beaucoup de l'humour, d'une pour nous maintenir engagés en cours, mais aussi pour nous faire comprendre certaines choses. Et une fois, je me souviens, il voulait nous parler de la communication neurochimique et il voulait nous expliquer la différence entre la communication neuronale et le système endocrinien. Les différences de communication, et il nous a dit... Le système endocrinien, c'est un petit peu comme si je voulais dire un secret à telle personne qui est dans l'amphithéâtre et que je faisais « Hé, j'ai un secret à te dire !» Alors que la communication neuronale, là, il allait faire son petit chemin jusqu'à la nana pour lui dire le secret. Et on était pliés de rire, et je m'en souviens encore, et je pense que c'est vraiment un outil d'éducation qui est super important et qui mériterait d'être introduit dans les amphithéâtres. Après, l'humour n'est pas un talent chez tout le monde, Oui, déjà, voilà. Ouais. et il doit se pratiquer avec raison. Oui. Bah, peut-être aussi que j'ai pas eu la chance d'avoir des profs hilarants. Par contre, j'ai eu des profs qui te racontent un truc qui n'est pas forcément en lien avec le sujet, mais juste qui t'apprennent des choses sur la vie. Et ça, c'est juste incroyable. Bon, dit comme ça fait bizarre aussi. Mais genre qui m'explique le système de sélection à la fac qui n'est pas basé sur les savoirs que tu vas acquérir, mais plus Mhm. sur le fait que tu es capable d'apprendre des trucs et de comprendre et de raisonner et de restituer un raisonnement Ouais. donné. Bah ça, il nous l'a expliqué et ça m'a mind blow, quoi. Et Mm. ça reste un de mes profs préférés aujourd'hui parce qu'en fait, il essayait de nous enseigner des valeurs sur la recherche, sur la vie et tout, et c'est cool. Et c'est aussi ce genre de truc que j'essaye de faire dans mes cours. Après, les valeurs que je transmets sont peut-être pas forcément les meilleures, mais, mais je trouve que c'est aussi important que de transmettre des savoirs. Il y a Antoine qui dit il y a beaucoup d'humour référencé chez les scientifiques par rapport aux références culturelles. Le SPGG avait fait une expo, La science, une histoire d'humour, où les scientifiques devaient venir avec leurs blagues et les coller dans l'expo. Est-ce que tu as des blagues de géologues à partager? Ouh là là, ouh là 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 là, je redoutais cette question. On n'est pas Je obligé suis de... très mauvaise en blagues préfaites et j'ai aucune mémoire, du coup je ne saurais pas. Bon, question Je suis suivante. désolée. Non mais alors tu vois, je vais revenir sur la question de l'humour dans le milieu de la recherche, même si c'était pas forcément le cœur du sujet d'aujourd'hui, mais ce que je constate, c'est qu'il y a, il y a beaucoup d'initiatives de chercheurs qui font de l'humour et qui créent des hashtags amusants sur Twitter pour communiquer les sciences, et je trouve que ça Oui, décloisonne énormément la communication entre les labos et entre les chercheurs, et que ça crée une collaboration qui est vraiment inattendue. Je sais pas si t'as fait le même constat. oui, tout à fait, ouais. Il y a une initiative que j'ai trouvée géniale, c'était l'ESR en peinture, donc ESR pour enseignement supérieur et la recherche. Et les gens partageaient des tableaux en légendant avec des légendes qui correspondaient à l'ESR. Donc là, comme ça, j'ai pas d'exemple, mais c'est hyper intéressant. Euh, je sais plus, mais genre, t'avais un tableau avec quelqu'un qui était en train de mourir et c'était légendé, genre en train de faire une demande de financement à ANR, enfin des trucs comme ça. C'est beaucoup plus drôle que ce que je raconte là. Mais si vous tapez le nom du hashtag sur Google, vous tomberez peut-être sur un article récap du Monde ou un truc comme ça. Et il y a plein d'exemples. Et je crois que c'est David Loivre qui a lancé ce hashtag en plus, Ah oui. il me semble. Enfin, il en avait lancé un en tout cas dans le genre. Il y a PH qui pose une question, et je vais me permettre de la compléter. PH, il dit est-ce que tu as déjà été victime de discrimination en tant que femme? Et donc j'aimerais aller plus loin en disant est-ce que l'humour t'a permis d'éviter la discrimination en tant que femme, justement parce que on te percevait pas comme quelqu'un qui était juste là pour se montrer comme une belle personne à l'écran, comme on peut avoir ce genre de cliché?
Ça, je saurais pas te dire. De toute façon, il faudrait me cloner et si j'avais une jumelle, il faudrait qu'elle ait la même chaîne que moi, mais sans l'humour et comme ça on pourrait comparer. Mais je saurais pas te dire. Par contre, je sais que moi, je fais des blagues sur moi-même. Genre, j'en ai même fait en disant, enfin, sur, sur, euh, sur mon poids et tout ça. Et je me suis dit, allez, j'y vais franco, on va voir comment ça réagit dans les commentaires. Et j'ai pas eu de réflexion là-dessus spécifiquement. Et j'ai jamais eu de problème. J'ai que des gens extrêmement bienveillants qui soient sur ma chaîne ou même j'étais passée à la fin d'une vidéo d'Astronogeek. Et quand tu regardes dans ses commentaires, parce qu'il y a des gens un petit peu hardcore dans sa communauté quand même, et non, il y avait que des trucs sympas sur moi. Donc bon, quelques petits trucs sexistes sur les bords, mais ça passe. C'était pas statistiquement significatif, je pense. Mais non, globalement, j'ai beaucoup de chance. Je pense aussi que je suis partagée par des gens qui ont des bonnes communautés. Ouais. Donc j'ai pas trop ce souci. Et j'en suis très heureuse. Je le vis bien. De ton expérience, est-ce que ce qui va le mieux marcher pour communiquer une information, c'est de créer de l'humour autour de l'information en elle-même ou autour du scientifique et de sa démarche? Est-ce que tu vas plutôt utiliser un ressort ou l'autre, par exemple? Est-ce que tu vas plutôt créer de l'humour autour de la situation de recherche sur le terrain, par exemple? Ou plutôt, je sais pas, faire une blague de cailloux, quoi. Je sais pas, comme on a montré dans ton extrait de vidéo, finalement. C'est ça. Euh, c'est délicat. Je pense que je fais plutôt des blagues complètement décorrélées du sujet. Parce que j'aime bien justement, les gens restent pas dans le cadre je parle de géologie. Et j'aime bien faire des liens entre bah, justement le domaine, et enfin ce que j'explique, ou des mécanismes et des trucs comme ça, et des trucs qui n'ont absolument rien à voir, pour pas rester cloisonné justement à ce domaine-là. D'accord. Je sais pas si ça répond à ta question. Je pense que ça y Ok, répond. À ta manière, ça marche. dans ton style. Et j'aime bien. Il y a 3DS Man qui dit: est-ce que vous savez combien de chercheurs il faut pour changer une ampoule? Tu la connais celle-là? Ah non, Il dit un seul, mais il y avait 300 candidatures. Voilà. pas mal. Une bonne façon de dédramatiser un peu. Enfin, je sais pas si on peut la dédramatiser, mais de se détendre un peu sur la situation. Eh ben écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions. À dire vrai, je vais pas recommencer à bafouiller comme j'ai fait dans le live avec cette pauvre Marie. Est-ce que tu as des remarques à faire? Est-ce que tu as des choses à dire sur ce que l'humour t'a apporté dans la vulgarisation, ce que ça t'a apporté en termes de communauté aussi? Si tu notes une différence de communauté par rapport à d'autres personnes qui utiliseraient peut-être pas autant l'humour? Différence de communauté. Le truc, c'est que je fais pas trop gaffe à mes stats. Hmm. Ça, je suis une mauvaise Ou même scientifique. dans les commentaires, par exemple, le type de commentaires que tu peux Ouais. avoir. Dans les commentaires, bah, j'ai des gens vraiment de tous bords et qui ont un sens de l'humour, donc ça me ravit. Et j'ai des gens aussi qui se sentent, enfin, qui essayent de faire des blagues et, et du coup, ça me fait rire aussi. Donc c'est cool. J'ai l'impression que l'humour, c'est justement ce qui nous lie les uns aux autres, donc Hmm. ça, c'est cool. Et ça me fait plaisir aussi d'avoir quelques retours de géologues des fois qui me disent qu'ils ont bien aimé, qu'ils ont Ouais. bien appris. Enfin non, bah justement non, qu'ils ont rien appris parce que ils savent déjà tout, mais mais qu'ils ont bien rigolé, donc ça c'est cool. J'ai même des retours de gens qui utilisent mes vidéos, des profs qui utilisent mes vidéos en cours. Mhm. Donc ça c'est un peu vachement, enfin ça me fait hyper plaisir quoi. La dernière sur le sable, je pense qu'il y a des blagues un petit peu trop hardcore pour que ça passe dans les cours, enfin, dans les salles de classe. J'ai hésité en les faisant, puis je me suis dit allez YOLO. Mais voilà. Sinon, j'aimerais juste revenir sur un message qu'a écrit Antoine dans le chat. Oui. Bruno Latour écrit que le sociologue des sciences s'étonne toujours que la science des sols ne soit pas devenue l'une des sciences majeures, ce qui est quand même très exagéré, admettons-le. Je suis d'accord, c'est exagéré, mais je salue ton courage d'aller faire de la biblio sociologique pendant ce live. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très, très exhaustif dans sa manière de suivre les chats. Encore une fois, je l'ai vu sur le live avec Pierre Kerner hier et il était à ce sujet-là, j'ai écrit un billet de blog. Allez voir sur mon blog. D'ailleurs, t'as failli te faire striker par Pierre Kerner. Hein, j'ai bien vu qu'il était... Ah. Bref. Ah là là, je suis pas drôle, c'est merveilleux. Je trouve ça intéressant, l'idée que l'humour crée du lien, comme tu le disais, que ça rapproche les gens et que ça crée un lien entre toi, communicatrice et scientifique, et le public. Je sais que, enfin d'expérience,
Dans YouTube, on retrouve ça dans des communautés où les gens vont vraiment se poser et prendre le temps d'expliquer et avoir une approche qui est très personnelle. Mais j'aime bien le fait que tu puisses créer ce type de relation sans forcément avoir un investissement émotionnel très fort, mais au contraire en utilisant l'humour pour, encore une fois, je pense, créer une forme de décomplexion pour que les gens se sentent moins complexés. Voilà, c'est bien. Oui, mais c'est ça qui est bien. Effectivement, il y a un fort lien entre les gens de ma communauté et moi-même. Ça commence à devenir n'importe quoi. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'engagement, comme on dit aujourd'hui. Et ça me fait ultra plaisir. Et en même temps, il y a beaucoup de personnel dans mes blagues, parce que c'est très souvent des private jokes ou des trucs où je me mets un peu en scène ou des trucs comme ça. Donc je mets beaucoup du mien, en fait, dans le truc. Et peut-être que ça marcherait moins. En tout cas, ça me plairait moins s'il y avait moins de moi dans mes blagues, quoi. C'est affreusement prétentieux ce que je viens de dire. Absolument pas. Non, non. C'est super intéressant, je te rassure. Moi. Ouais. Moi. Et si on mettait les pieds dans le plat pour les 5 minutes qui nous restent, comment est-ce que tu dirais, Oui. quelle approche tu vas prendre, alors puisque je pense ne pas avoir vu de vidéo pour l'instant qui mentionne trop le confinement et la Covid, quelle approche tu prendrais toi par rapport à ça pour que on arrive à redescendre un petit peu de cet état de, je vais reprendre ton mot, panique, qui a été créé, parce qu'on en a vraiment besoin, je pense, de dédramatiser la situation. On en parlait avec Tania, les gens, on arrive à se renseigner sur des choses qui sont hyper pointues, mais à côté n'emploient pas forcément les bonnes... comment on appelle ça déjà ? Ah, flûte, les trucs de distanciation sociale qui sont proposés. C'est fou, on l'entend. Les mesures ? Merci, les mesures de distanciation. On l'entend tellement balancer partout que ça finit par... C'est la mer Noire. Quelle démarche tu emploierais humoristiquement pour que justement les gens soient moins angoissés, aillent moins chercher dans le détail de l'information, mais à côté de ça, renforcent leurs mesures de précaution ? Comment est-ce que tu te verrais utiliser l'humour dans cette optique-là ? T'as pas une question plus compliquée ? Non. Alors, rien à voir, mais juste tu m'y fais penser, parce qu'on faisait ça pour rigoler. Une autre source d'inspiration que j'ai, c'est les YouTube Poop. C'est juste une mine d'informations extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec ta question, mais j'y reviens après. Si vous regardez sur YouTube, vous tapez YTP, et puis vous pouvez taper par exemple Nounours, et en fait, c'est une manière de remonter, de faire des détournements de vidéos qui existent. C'est une culture. Pour leur faire dire autre chose. Ouais. Et souvent, c'est affreusement irrévérencieux et même un petit peu vulgaire. Donc faites attention. Voilà. Je ne recommande pas ces choses. Donc c'est une grosse source d'information. Et d'inspiration, je veux dire. Et donc pour répondre à ta question, moi, ce que j'aimais bien, c'est à un moment, je regardais les YouTube Pop qu'il y avait sur les discours de Macron et ça me faisait rigoler. Et en même temps, ça peut encourager un peu la défiance qu'on peut avoir vis-à-vis du gouvernement. Après, c'est bien ou c'est pas bien, mais du coup, ça n'invite peut-être pas à respecter les mesures de sécurité, enfin de distanciation et tout et tout. Après, ouais, je pense les mèmes qui se baladent là-dessus, c'est drôle. Enfin, ça peut aider. C'est un ensemble. En gros, tout ce qui peut servir à faire passer de l'humour, il faut l'utiliser, quoi. Donc voilà. J'ai pas mieux comme réponse. Désolée. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis une chanteuse britannique qui s'appelle Dodie et qui avait créé une chanson qui se voulait un petit peu rigolote pour que les gens se souviennent de se laver les mains, notamment. Je pense que la répétition et la mise en chanson peuvent jouer un rôle super important pour juste imprimer dans le cerveau de tout le monde, je ne vais pas dire des gens, j'aime pas ce terme, déjà on est toujours en confinement, hein, techniquement, quand bien même on déconfine, il faut rester prudent, qu'il ne faut pas stresser, que voilà, je pense que l'humour peut jouer un rôle super important parce que, en fait, j'ai lu un article super intéressant là-dessus sur Slate, il y a quelques jours, qui avait été relayé par Élodie Chabrol, qui disait la science aujourd'hui elle s'est politisée. Salut Élodie. La science aujourd'hui s'est politisée et malheureusement elle disait pas malheureusement, mais je dis malheureusement, la science a besoin d'avoir recours à des ressorts émotionnels aujourd'hui pour toucher un public. Et je pense que l'humour est l'un des ressorts émotionnels le plus honnête, dans le sens où ça va pas essayer de jouer sur tes prises de parti, mais que ça va simplement dédramatiser et en même temps créer un investissement émotionnel suffisamment fort pour faire passer un message, sans pour autant essayer de t'influencer dans un sens ou dans l'autre, ce que j'apprécie beaucoup, en fait. Et je pense que c'est l'une des meilleures options pour véhiculer les sciences. Tout à fait. En parlant de chansons, ça me fait penser, pardon, mais il y a une des dernières vidéos de Science for All
je sais plus laquelle, où à la fin il se filme en train de refaire la chorégraphie, tu sais, la chorégraphie du lavage de main qui est vietnamienne ou coréenne, je sais plus. Ça aussi c'est raciste, je pense, ce que je viens de dire. Et du coup, il se filme en train de refaire la chorégraphie. Et il est vraiment très très fort. Là, je sais pas si la petite lumière rouge peut s'allumer là, du coup. Et c'est juste extraordinaire. Et il est tellement bon que maintenant, je pense à lui quand je me lave les mains. Et voilà, C'est fantastique. ça Voilà. c'est la Donc, force de merci, l'humour. Bon bah écoute, il nous reste 2 minutes. Moi j'aimerais vous proposer de finir en chanson. J'ai une petite surprise pour vous à la fin. Alors attends, il y a Oh. deux baquets qui disent: je ne sais pas, exemple de santé publique et d'influence des populations, la prévention contre le tabac, ça a marché parce qu'il faisait peur ou rire. Ça et le prix du paquet de clopes. Va savoir. Moi je sais que quitte à employer des ressorts psychologiques, je préfère passer par l'humour parce que ça maintient de la bienveillance et puis de toute façon ça permet d'ancrer des émotions positives. Je pense qu'on a tous envie de fuir la peur et d'aller dans le sens des émotions positives, donc c'est pour ça aussi qu'on est là pour parler de ça aujourd'hui. Je pense que vraiment l'humour est quelque chose de puissant et probablement, encore une fois, l'un des meilleurs ressorts pour créer de l'investissement émotionnel sans créer de la manipulation ou comment on appelle ça, des ancrages négatifs chez les personnes. Alors techniquement, si je peux me Oui. permettre, il y a une petite manipulation derrière quand même. Enfin, ça s'appelle la théorie de la manipulation sociale. C'est un des rôles du rire justement. C'est-à-dire que quand on fait rire quelqu'un, on améliore son image auprès de cette personne Mhm. et on améliore le lien de confiance entre nous. Donc c'est aussi une manière de manipuler un petit peu. Mais, euh, Oui, mais bon, alors sur après, il la... y a manipulation, enfin tu vois, à bon escient ou pas quoi. Ouais. Ça c'est une autre question quoi. Non, alors pour le coup, je disais manipulation plutôt par rapport Enfin oui, non, tu me diras, ça reste un outil, mais sur les idées notamment, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller Oui, chercher des idées spécifiques pour créer une réaction, de la colère, de l'enthousiasme ou autre. La oui, blague, non, bien sûr. la blague est pas toujours neutre, mais la blague a le pouvoir d'être neutre et de créer de l'investissement, ce que je trouve super intéressant. Oui, voilà. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été Merci à parmi nous, vous. c'était Merci à super toi. chouette. Merci à tous dans le chat, c'était super cool d'avoir ce moment Merci. blague avec vous. Je trouve qu'on s'est bien marré. Et donc, Oui. comme promis, je vais vous laisser en chanson avec une chanson de Tom Lehrer qui s'appelle The Element Song, que vous connaissez peut-être. Et je vous ai même mis les paroles pour que vous puissiez la chanter chez vous. Bonne journée à tous. Merci d'avoir suivi ce premier épisode du Salon de thé qui est en fait le 8e. Et puis, Yes. on se retrouve en juin, puisque le calendrier du Café des Sciences va changer un petit peu. Le Café des Sciences va continuer de mettre des contenus en live, mais pour ma part, je déménage. Donc on se retrouve en juin avec un nouveau décor et avec Agatha du Nid de Pie. Bonne journée à tous et à bientôt.